Bien, alors aujourd'hui, nouvelle analyse de pratique. Et donc aujourd'hui, pour cette analyse, je vais donc répondre à Sébastien. Sébastien qui m'a sollicité en message par Animare FB pour avoir mon avis sur les différences entre centre de formation et réalité du terrain. Et pour ça, donc Sébastien m'a donc envoyé un message très construit, bien détaillé, avec plein d'exemples. Et donc si toi aussi tu veux que j'analyse tes pratiques, n'hésite pas à faire comme Sébastien. Tu m'envoies un message sur Animare FB et t'essayes un petit peu comme Sébastien, comme tu vas pouvoir entendre donc le message qu'il m'a envoyé. Eh bien, tu essayes de me donner un maximum de précision sur les situations auxquelles tu voudrais que je réponde. Évidemment. Bien, alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis donc formateur indépendant au métier de l'animation dans les accueils collectifs de mineurs. Et pour ce faire, moi j'ai créé donc Animare qui ici là on est sur Animare TV et donc j'essaye de t'apporter à peu près 3 vidéos par semaine, mais mon but sur internet avec les différents canaux d'Animare, c'est donc de t'apporter de l'aide, de la ressource, du savoir pour toi mieux pouvoir t'adapter de la manière la plus efficace à la réalité du terrain dans les accueils collectifs de mineurs. Bien, on se revoit tout de suite après le générique pour continuer donc cette vidéo. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlo. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Suis-moi, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Donc voilà, donc ici tu vas bientôt pouvoir découvrir le message, les messages que m'a envoyé Sébastien, parce que donc du coup il y en a 2 qui sont plutôt intéressants. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que moi, au fur et à mesure que je vais te lire les messages, je vais te les commenter avec ce qui se passe dans ma tête à l'instant T au moment où je te les lis. Et après, je vais, une fois que j'aurai fini de lire les messages, bien sûr, je vais répondre à la question ou aux questions de Sébastien. D'accord? Et donc là, pour répondre aux questions, j'ai petite prise de notes vite fait pour dire d'un petit peu mieux structurer ce que j'allais lui répondre. Et juste, je tiens à te préciser aussi, bien évidemment, avant que je démarre, que donc Sébastien est au courant que j'enregistre cette vidéo. Quand il m'a sollicité pour me poser des questions, la première réponse que je lui ai envoyée, c'est « Est-ce qu'une réponse en vidéo te conviendrait-elle » Et de moi-même, c'est pour que ça puisse aider le plus de monde possible, évidemment, mais c'est lui-même ce que Sébastien m'a répondu. Si ça pouvait aider du monde, lui, il est pour. Donc voilà, alors juste avant que on démarre donc cette analyse de pratique de Sébastien, petite page de publicité Animare. C'est donc sur la médiathèque Animare que tu trouveras mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs que j'ai mis à ta disposition sur les canaux d'Animare. Alors cette semaine, la médiathèque Animare te propose une promotion sur le module de formation donc qui s'appelle la fabrique à grands jeux. Qu'est-ce que tu vas trouver exactement dans ce module de formation? Tu vas trouver comment découvrir et maîtriser les 3 types de grands jeux les plus répandus en accueil collectif de mineurs. Donc ce sont les jeux qu'on appelle les jeux plateau TV, les jeux en parcours stand et les jeux en course d'indices. Tu vas découvrir aussi l'importance du squelette du grand jeu par rapport à son habillage. C'est prioritaire le squelette. Tu vas découvrir le rôle des meneurs. Oui, au-delà du squelette, un bon grand jeu, c'est 2 choses. C'est 1, son squelette, 2, ses meneurs et les subtilités, les détails de leur rôle. Si déjà tu as ça, c'est déjà énorme. Et en plus de ça, dans la fabrique à grands jeux, tu vas trouver des dizaines et des dizaines d'exemples que j'ai mis à ta disposition dedans pour remplir tes grands jeux, pour créer tes grands jeux ou alors des articulations de grands jeux à l'intérieur des différentes phases, des différentes manches, des différentes épreuves, etc. Il y a des exemples en tout genre. Et donc ce module de formation s'adresse à
principalement, il va s'adresser aux animateurs en manque de formation, surtout au niveau de la préparation ou de la menée des grands jeux. Ceux qui sentent qu'ils en ont vraiment besoin et que ça va les aider dans leur pratique, eh bien le module de formation est là pour eux. La fabrique à grands jeux est à moins 50% jusqu'au dimanche 13 février 2022 à 23h, donc il reste que quelques jours, hein, ça va passer vite. Avec le coupon FGJ 2022, une promotion pareille à moins 50% sur le module de formation La Fabrique à Grands Jeux, t'en auras pas une équivalente sur ce module de formation avant l'été 2022. Donc voilà, il reste que quelques jours pour en profiter, hein, donc si ça t'intéresse et que tu tiens déjà à récupérer ce module de formation parce que tu sais ce qu'il vaut, parce que je t'en ai déjà parlé, que tu te posais les questions, juste t'attendais une petite promotion, bah, c'est le moment. Tu cliques sur le premier lien dans la description. Le coupon est déjà appliqué, t'as pas à le rentrer, t'as juste à te laisser guider et récupérer donc ton module de formation. Et si maintenant tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que tu vas trouver à l'intérieur et que tu veux que je développe un petit peu plus voilà, ses tenants et ses aboutissants, eh bien je te propose de retrouver cette vidéo de présentation ici qui t'en dira tout ce que tu veux savoir sur la fabrique à grands jeux. Eh bien, on se revoit quand tu veux sur la médiathèque Animare pour poursuivre ta formation de Jedi de combat avec la fabrique à grands jeux. Alors, ici, on démarre donc le message de Sébastien et donc tu vas pas tarder à comprendre sa problématique. Bonjour, je m'appelle Sébastien et j'ai 39 ans. Alors, première chose que je tiens à dire ici, c'est que tu vois, comme quoi dans l'animation, il n'y a pas que des petits jeunes qui ont la vingtaine. Okay, il y a aussi des personnes un peu plus âgées. Bien évidemment, il y en a moins. Et ça, c'est principalement dû aux conditions. L'animation, c'est pas un milieu hyper stable, d'accord ? Enfin, du moins, c'est pas que c'est pas stable, c'est que ça ne l'est pas au premier abord. Okay ? Mais donc voilà, il y a des personnes un peu plus âgées, ils ont peut-être 2 fois ton âge dans l'animation, hein, voilà. Et donc ces personnes-là, on peut aussi les recroiser sur le terrain. Juste petite parenthèse pour te dire que l'âge ne veut rien dire, aussi bien en termes d'expérience passée qu'en termes de qualité de prestation. Hein, ça peut faire 25 ans que tu travailles dans l'animation, hein, mais ça peut peut-être faire 25 ans que tu fais de la merde. Je dis pas que c'est le cas, d'accord ? Mais dans soi, c'est une potentialité qui existe dans les lois aléatoires de l'univers. Bref, et donc, je me permets de vous contacter afin de vous faire part de mes interrogations. Allons-y, Sébastien, j'ai mis Animare FB en place pour ça, justement. Permets-toi, il n'y a pas de problème. Et donc, par contre, juste, je te disais un peu plus tard à Sébastien, mais toi, je te le dis tout de suite, si jamais tu n'es pas Sébastien, tu peux me contacter en me tutoyant. Il n'y a pas de problème. Dans l'animation, on se tutoie tous. Pourquoi est-ce que je ferai l'impasse là-dessus dans nos conversations? J'arrête pas de te tutoyer quand je m'adresse à toi à travers la caméra. Donc, c'est que tu peux me rendre l'appareil. Ça s'appelle la réciprocité, hein, d'accord? Donc, il y a pas de problème si tu me tutoies. Je ne m'en offusquerai pas. Bien au contraire, je suis même limite un peu gêné quand on me vous voit, je te l'avoue. Voilà, bien. Alors, Sébastien nous dit « J'ai repris l'animation après 12 ans de pause et je travaille depuis 5 ans dans une maison de quartier. » Alors, après 12 ans de pause, donc ça veut très certainement dire qu'il a commencé, il s'est arrêté et puis il est revenu. Et donc là, ça fait 5 ans qu'il travaille dans une maison de quartier. Et donc, si tu ne sais pas, toi, ce qu'est une maison de quartier, c'est au-delà du centre aéré. En général, il y a quand même un accueil collectif de mineurs qui est abrité. Des fois, c'est rare, mais il n'y a pas d'accueil de mineurs dans certaines maisons de quartier. C'est assez rare. Mais en général, il y a quand même un accueil de mineurs qui est mis en place. Et ça ne s'arrête pas là, par contre. La maison de quartier va proposer des animations, des prestations pour, comme il est dit, l'ensemble du quartier. Donc, on va travailler avec les adultes, on va travailler avec les familles, on va peut-être travailler avec les seniors. Et donc, pour te donner un exemple très clair et concret et simple. Par exemple, un exemple de ce qu'on peut faire en maison de quartier hors de l'accueil collectif de mineurs. On va faire une soirée à thème. Je sais pas, n'importe quoi. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais on va faire une soirée à thème avec un spectacle organisé par les enfants pour les habitants du quartier. Et en plus de ça, on va avoir le repas. Et pour faire vivre la vie du quartier, on va dire, pour le repas, nous, le centre, on prévoit quelque chose, mais on
au lieu de faire payer l'entrée aux gens, ce qu'on va leur dire, c'est juste venez avec un petit truc que vous avez préparé à manger, un peu comme un genre d'auberge espagnole, d'accord? Eh bien, ça, c'est typiquement le genre d'activité qu'on voit se mettre en place dans les maisons de quartier. D'accord? Tu peux avoir d'autres trucs complètement différents. Dans une maison de quartier, tu peux avoir un collectif d'adultes donc du quartier. Hein. Ce ne sont pas les encadrants de la maison de quartier, mais les encadrants vont prévoir une activité pour le quartier et qui va peut-être être ramassage des déchets, dépollution du quartier. Et là, on y va avec les adultes, avec les enfants, avec les familles, avec ceux qui veulent. Mais voilà, tu vois, c'est ça une maison de quartier. C'est une maison, c'est un centre où on s'occupe pas que des jeunes. On fait vraiment vivre la vie du quartier ou de la ville qui est autour, d'accord? On prend en compte tous les publics et on leur propose des actions à tous, ok? Voilà, mais en général, il y a quand même un accueil de jeunes, ok? Et donc, Sébastien nous dit « J'ai ajouté à mon expérience l'envie de transmettre ma passion, même si j'ai encore énormément à apprendre en étant formateur BAFA. » Donc, Sébastien nous dit « Je suis devenu formateur, justement, j'aime l'animation et j'ai envie de transmettre aux autres. » Très bien, super. Et déjà, c'est bien parce que il en faut des formateurs, hein, et surtout, il en faut des formateurs convaincus, passionnés et d'expérience. Et je pense que aussi, voilà, c'est bien d'avoir des formateurs qui ont la vingtaine, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir des formateurs qui ont quelques années de plus, ou en tout cas quelques séjours de plus, quelques dizaines de séjours de plus que ces formateurs qui ont 3-4 séjours derrière eux et qu'on met formateurs, d'accord? Donc c'est bien d'avoir des gros formateurs d'expérience comme ça, et aussi ce qui est sous-entendu dans ce que dit Sébastien, donc c'est qu'il se sent donc jeune formateur et qu'il a encore énormément à apprendre, mais je t'assure Sébastien qu'en tant que formateur, tu auras toujours à apprendre. Tu auras toujours à apprendre. Et je vais même te dire ce que moi je pense très fortement, c'est que je n'ai jamais appris autant dans l'animation que lors du premier stage où j'ai été formateur. Le fait d'être formateur, comme toi tu dois transmettre des techniques aux autres, tu révises et intègres puissance 20 tout ce que tu avais à l'intérieur de toi, sauf si c'est pas puissance 100. Et tu rajoutes en plus de ce qu'il y avait de l'extérieur. Donc oui, être formateur, c'est génial parce que tu transmets, mais être formateur, c'est encore mieux parce que tu apprends à une vitesse phénoménale. Et en plus, quand tu es formateur, tu as les portes qui s'ouvrent en général à des centres de formation physique, dans des centres de formation physique. Et donc là, tu as un accès à une ressource que tu as difficilement ailleurs. Faut pas le nier non plus, faut bien le prendre en compte, hein. Donc ça c'est sûr, ok? Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Donc ensuite Sébastien nous dit me dit voici mes interrogations. Je constate que ce que l'on enseigne à la théorie du BAFA correspond davantage au séjour et non aux maisons de quartier. Par exemple, nous formons les jeunes à connaître les besoins des enfants selon la tranche d'âge et donc nous leur apprenons divers jeux qu'ils pourront mettre en pratique. Okay. Le problème est que cela fait 3 ans que je m'occupe des plus de 6 ans jusque 11 ans. Les besoins et les caractéristiques ne sont pas du tout les mêmes que les enfants de 6 ans. Donc là, je pense qu'il manque un tout petit bout, mais en gros, je pense que Sébastien voulait dire entre les enfants de 6 ans et les enfants de 11 ans, les besoins et caractéristiques ne sont pas du tout les mêmes. Et pire que cela, depuis quelques mois, je m'occupe des 4-11 ans. Donc, lorsque je suis en formateur et que je leur transmets les bases de l'animation, je remarque qu'ils ne sont pas prêts à travailler en maison de quartier et qu'ils risquent d'être en difficulté, voire dégoûtés. Alors juste avant la question, je vais déjà commenter tout ça.
Je constate que ce qu'on enseigne à la théorie du BAFA correspond davantage au séjour et non aux maisons de quartier. Bah, ça dépend, en fait. Et moi, je pense que c'est le problème des formateurs ou voire des centres de formation qui veulent être spécifiques en base BAFA. Je pense qu'en base BAFA, il faut être le plus large possible parce que tu n'as aucune idée d'où derrière vont finir tes animateurs. Ils vont peut-être finir en maison de quartier, mais ils vont peut-être finir en centre aéré. Ils vont peut-être finir en colonie de vacances. Tu vois, c'est très ouvert en fait. Donc, oui, leur dire qu'ils sont pas prêts à travailler en maison de quartier, certes. Mais est-ce que c'est le but d'une base BAFA? Je suis pas sûr. Le but d'une base BAFA, c'est de t'en faire justement découvrir un maximum pour que tu puisses aller dans n'importe quelle structure. C'est pas te spécialiser dans la maison de quartier, d'accord? Donc oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est normal en fait, Sébastien. On peut pas en base BAFA, si tu spécialises maison de quartier, c'est plus une base BAFA en fait. Il y a trop de trucs à voir en base BAFA. Et donc derrière, Sébastien nous dit nous formons les jeunes. Donc alors les jeunes, ce sont les jeunes mineurs que vous avez sur le terrain. Ok? En stage, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des stagiaires, Sébastien. C'est pas grave en soi, mais je pense que c'est bien de remettre les bons mots au bon endroit, ok? Ce qui évite les confusions, etc. Ce qui peut aussi éviter. Je dis pas que c'est ce que tu pensais en le disant, mais des fois tu vas avoir des stagiaires ou des animes qui pourraient le prendre comme de la condescendance de ta part, de les appeler les jeunes parce que toi tu as la quarantaine et qu'eux ils ont la vingtaine. D'accord? En soi, sur le terrain, vous êtes tous animateurs avec le même statut. Okay? Donc, je préfère moi utiliser bien mettre les bons mots au bon endroit, dire le stagiaire c'est la personne, l'adulte qu'on forme en centre de formation et le jeune c'est la personne qu'on va encadrer sur le terrain. Ok? Donc, par exemple, nous formons les jeunes à connaître les besoins selon la tranche d'âge et donc nous leur apprenons divers jeux qu'ils pourront mettre en place. Ben oui, c'est un peu le but normalement d'une base BAFA. Normalement, quand elle est bien faite, on voit les caractéristiques et besoins des différents publics, tranche d'âge par tranche d'âge. Et derrière, quand on essaye de proposer de la ressource en tant que formateur, on dit bien pour quelle tranche d'âge. Et quand on demande aux stagiaires de proposer des activités, on leur dit bien aussi pour quelle tranche d'âge. D'accord? Donc tout ça pourquoi? Bah, pour adapter les activités en fait, et qu'elles correspondent aux besoins et aux caractéristiques des différentes tranches d'âge. Ça n'a rien à voir d'être avec des 6-8 qu'être avec des 15-17. Ça ne vit pas au même rythme, ça n'a pas les mêmes besoins, ça n'a pas les mêmes caractéristiques. On peut le faire ponctuellement, mais sur la longueur, ça n'a rien à voir. Tiens, si tu veux plus de précision sur les besoins et caractéristiques des différentes tranches d'âge, je t'ai laissé une playlist là ici pour ça. Ok? Mais donc oui, voilà. Donc le problème est tac. Donc oui. Donc en gros, ce que nous dit Sébastien, c'est que lui, en centre de formation, il apprend aux stagiaires à spécialiser du contenu, du savoir, des activités, tranche d'âge par tranche d'âge, et qu'une fois qu'il se retrouve sur le terrain, eh bien, lui, il se retrouve avec un globi-boulga de tranche d'âge, en fait. Il a des tranches d'âge, on appelle ça du multitranche d'âge, mais il se retrouve avec c'est plus des tranches d'âge, c'est des tronçons. Donc, de 6-11, voire de 4-11 ans. Bon, bah, voilà, ouais. Et donc, Sébastien nous dit donc que de ce fait-là, comme lui, il est en centre de formation, c'est bien réparti tranche d'âge par tranche d'âge. Quand il se retrouve sur le terrain, c'est des grosses tranches d'âge. Et donc, il trouve que c'est pas cohérent et il pense que, du coup, il forme pas ses stagiaires à la réalité de la maison de quartier. Eh bien, Sébastien, déjà, je te répète que ils iront pas tous en maison de quartier, déjà. Et ensuite, ne fais pas de ta maison de quartier où tu travailles une généralité. Il y a d'autres maisons de quartier, j'y ai travaillé moi personnellement,
où ils sont vraiment tranche d'âge par tranche d'âge. Il y a les 3-6, les 3-5, pardon, ils sont entre 3-5. Les 10-12, ils sont entre 10-12. Il n'y a pas une tranche d'âge qui va couvrir une période de plus de 5 ans d'écart, en fait. Non, on est sur un maximum 3 ans d'écart. Okay, il y a des maisons de quartier qui fonctionnent comme ça. Maintenant, la tienne a décidé de fonctionner comme ça. Moi, c'est pas trop ce que j'aime. Je te dis clairement, moi, j'aime pas trop ça. Le fait d'avoir des tranches d'âge énormes, surtout de 4 à 11, là. Encore de 6 à 11, je trouve ça un peu abusif. Mais de 4 à 11... c'est trop compliqué, c'est un truc à frustrer tout le monde. Tu vas avoir les 4 ans qui peuvent pas faire ce que les 11 ans vont faire et vont vouloir essayer quand même, ils vont se retrouver frustrés, et tu vas avoir les 11 ans qui vont être ralentis par les 4 ans et donc qui vont eux aussi se retrouver frustrés, et donc comme toi tu es au milieu en train d'essayer de gérer, de convertir tout le monde, t'oublies ceux du milieu qui ont à peu près entre 6 et 8 ans, et donc eux c'est les dernières roues du carrosse et tout, et c'est une galère pas possible au niveau du rythme pour les animateurs de devoir gérer une tranche d'âge qui va de 4 à 11 ans. C'est infernal pour les animes, et pour les jeunes, c'est pas respecter leurs besoins et caractéristiques en fait. Donc moi je suis totalement contre ce genre de choses, sauf de manière ponctuelle. Et ça je vais y revenir un petit peu plus tard. Ok ? Mais que à la semaine, on est tous ensemble, tout mélangé tout le temps, moi, c'est mort. Quand je dirige, je bannis ce genre de fonctionnement. 2, quand je dirige pas, je me barre de ce genre de centre. C'est mort. Hors de question. Donc oui, pour revenir à ce que je disais, Sébastien, c'est certes, toi, tu as l'impression de ne pas les former à la réalité du terrain en maison de quartier, mais ils iront pas tous en maison de quartier, en stage de base derrière, hein, d'accord ? Donc voilà. Et aussi, toutes les maisons de quartier ne fonctionnent pas comme la tienne. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs dans les accueils collectifs de mineurs. Tu vois, je dis régulièrement qu'il n'y a pas de pédagogie supérieure, il n'y a pas de fonctionnement supérieur. Il faut juste savoir ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on le met en place. Il n'empêche que j'ai mes préférences. Et dans mes préférences, ces grosses tranches-là où tu vas de 4 à 11, moi, c'est mort. Tu vois, je suis totalement contre ce genre de pratique. Je veux pas répéter, mais c'est une galère pour tout le monde. Pour les jeunes, comme pour les adultes. C'est invivable. Et puis, tu vois, si tu vas jusqu'au bout de la démarche, pour accueillir des matères sur un centre, on doit faire un agrément PMI, donc c'est protection maternelle infantile, délivré par un médecin d'État, c'est bien parce que le mater, c'est une tranche d'âge bien particulière qui a besoin d'avoir son propre rythme et d'avoir sa propre vie à elle en fait. Donc mélanger ça à d'autres tranches d'âge, c'est juste une aberration. Encore si tu vas sur la tranche d'âge juste au-dessus, donc mater c'est 3-5, juste au-dessus c'est 6-8, bon pourquoi pas à la limite, mais de mélanger des maters avec des jeunes qui ont plus de 10 ans, à moins que ce soit sur une activité ou un temps ponctuel et qu'il y a des bonnes raisons bien précises, mais au quotidien, c'est un enfer. La vie quotidienne d'un maternel et la vie quotidienne d'un primaire, d'un jeune qui a plus de 8 ans, mais ça n'a rien à voir, ça se gère pas du tout de la même façon. Donc voilà, moi je suis complètement contre ce genre de choses. C'est insupportable, c'est pondu par des gens qui ont pas conscience de ce que je viens de t'expliquer sur la réalité du terrain en fait, hein, tout ça. C'est bien, les grands frères et les grandes sœurs, ils peuvent être ensemble. Ouais, mais est-ce que t'as pensé que grands frères et grandes sœurs c'est bien ponctuellement, mais pour la dynamique de groupe en général, c'est juste zéro quoi en fait. Ça n'avance pas au même rythme. Enfin bref. Mais donc oui, mais de toute façon tu dis que tu risques d'avoir des stagiaires qui sont dégoûtés de la réalité du terrain parce que tu les prépares mal. Dans tous les cas, ça arrivera quoi qu'il arrive, Sébastien. Quel que soit le contenu que tu leur apporteras en stage de base, il y aura forcément un écart avec la réalité du terrain. Pourquoi ? Parce que vous, en fait, quand vous êtes entre formateurs, vous êtes comme une équipe pédagogique sur le terrain, en fait. Vous avez une façon à vous de bien fonctionner. Et cette façon, elle est régie par votre équipe qui est éphémère. C'est-à-dire que tu peux reprendre les mêmes personnes, mais pas dans les mêmes équipes. Il n'est pas dit qu'elles fonctionnent de la même façon. Et donc, en gros, ce qu'ils vont vivre en stage de base, en centre de formation,
Il y a toutes les chances que ce soit complètement différent une fois arrivé sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est plus la même équipe qui encadre, parce que ce coup-ci, c'est eux qui ont des responsabilités, parce que comme je te l'ai dit, chaque centre a ses spécificités. Ils vont peut-être tomber dans un centre de formation où on va pas du tout leur parler de multitranche d'âge et on va les foutre en multitranche d'âge une fois arrivés sur le terrain, comme il se peut que sur l'inverse. Il se peut qu'ils débarquent dans un centre de formation où les formateurs sont plutôt axés multitranche d'âge et une fois arrivés sur le terrain, eh ben, on va leur dire toi, t'es avec les 9-11 et point barre. Donc oui, il y a toujours un écart entre la réalité et le terrain et c'est pour ça qu'il y a le stage pratique en fait. C'est pour mettre en application et confronter ce que tu as appris en stage de base face au terrain et t'y adapter et de voir un petit peu comment est-ce que tu vas réagir par rapport à ça en fait. Hein. Donc voilà. Donc juste avant de lire la question de Sébastien, je vais revenir sur son deuxième message qui complète un peu précédemment. Ok, enfin ce qu'il vient de dire précédemment. Et donc, il disait, pour compléter avec un autre argument, on demande à nos stagiaires de faire un grand jeu avec une tranche d'âge 6-8 ans, par exemple un casino associatif. Alors, casino associatif, moi, ce que je comprends dans casino associatif, c'est, parce qu'il y a plusieurs, il y a moyen derrière les mots de mettre plusieurs choses, hein. Mais moi, ce que je comprends, casino associatif, c'est dans le sens de la victoire finale, où on peut s'associer à plusieurs pour soit affronter les épreuves, soit récupérer les lots ou les gains à la fin. D'accord? Donc moi, c'est ce que je comprends dans casino associatif. Enfin bref. Donc j'ai sélectionné un groupe de 5 personnes. Donc c'était en stage, hein, d'accord? Donc j'ai sélectionné un groupe de 5 personnes qui ont mené le jeu correctement pour une trentaine de personnes. Ces personnes censées incarner des 6-8 ans et donc doivent s'imaginer qu'ils apprennent à lire. Sauf que sur le terrain, alors, petite parenthèse, oui, quand très souvent en centre de formation, hein, pour mettre en pratique les différents projets des différents stagiaires qu'on leur demande de mettre en place, eh bien, pour représenter le public, on demande au reste du collectif stagiaire de jouer le public. Ça peut être bien si ce collectif-là ne va pas essayer de faire pousser les meneurs à bout en se comportant comme des enfants terribles. Hein. C'est pas du tout ça le but en stage. Pas du tout. Pardon. Enfin bref. Et donc Sébastien nous dit donc qu'il se soucie bien de parler bien de la tranche d'âge, de l'adaptation, et aussi bien de l'adaptation pour les meneurs que pour les stagiaires qui représentent les enfants. Donc de se comporter comme des 6-8 ans, sans forcément rentrer dans le côté obscur. Hein. Et donc en gros, il avait mis 5 personnes et il dit sauf que sur le terrain, il y aura moins d'animateurs, ce qui rend la méthodologie plus complexe pour la gestion du jeu et surtout de la sécurité. Encore une fois, Sébastien, peut-être pas. Ça dépendra d'où ils tomberont. Ils iront pas tous dans la même maison quartier que toi. Il y en a qui iront dans des colonies de vacances à gros budget, il y en a qui iront dans des centres aérés à tout petit budget, tu vois, et inversement. Donc ça ne veut rien dire. Il se peut qu'ils se retrouvent dans des conditions pour mener un grand jeu où ils vont être pour le même grand jeu, ils vont être 3 en plus. Comme il se peut que pour le même grand jeu, ils vont être 2. Ça dépendra des situations et ça demande la force de l'adaptation de l'équipe et donc c'est là que tu vois toute la notion de réunion, de préparation prend tout son sens en fait parce que du coup il faut s'adapter aux différents moyens qu'on a à disposition sur notre centre et donc les moyens humains en font partie mais je te répète, il n'est pas dit qu'ils aient moins d'animes sur le centre quand ils iront vraiment sur le terrain. Moi, j'ai vu des équipes où on est 17 animes et les 17 participent au grand jeu. Ben voilà, alors, ça demande une organisation, hein, certes, c'est sûr, mais les 17, on y est. Et comme après, il y a des grands jeux qui peuvent se faire à 1 ou 2 meneurs. Ça se fait très bien aussi. Tout est dans la préparation et dans l'adaptation en fait. Donc ça, tu vois, pour moi, c'est pas dramatique le fait qu'on le fasse à 5 et que sur le terrain, on se retrouve à 3 ou à 7 pour préparer la même chose ou quelque chose de différent. Ce qui va compter en fait, c'est ta méthodologie que toi, tu vas transmettre en tant que formateur pour arriver à l'aboutissement de ce jeu.
Si toi, t'es capable quel que soit le nombre, de transmettre une méthodologie pour arriver à l'aboutissement, c'est très bien. Tu vois, moi, des fois, il m'arrive régulièrement de préparer un grand jeu tout seul dans mon coin. Je le prépare tout seul. Et après, je le présente au reste de l'équipe. Et au final, on va être 6 à le mener. Mais ça n'empêche pas que le jeu, je l'ai préparé tout seul. Voilà. Donc, je te dis, ça dépend. Le mieux de tout, c'est de baser sur ta méthodologie, pas sur le nombre de personnes en fait. Et donc, la méthodologie d'un grand jeu, c'est son squelette, le rôle des meneurs, qu'est-ce qu'on va mettre dans chaque épreuve, nanani, nanana. Eh bien, c'est un petit peu ce dont je parle dans la promotion du moment que tu as vu en début de vidéo sur Animare TV, d'accord pardon, sur la médiathèque Animare. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément un drame en fait, qui se retrouve avec pas les mêmes conditions sur le terrain. C'est plutôt bien. Ça permet de réfléchir au squelette et non à l'habillage. Ce qui est beaucoup plus important à mes yeux. Et enfin, Sébastien me dit « Bref, je suis un animateur qui aime mettre en pratique les belles animations que je vois et cela me permet de constater que ce que je dis aux stagiaires ne colle pas avec ce que je vis. Merci pour le temps que tu vas mettre en place pour cette vidéo. J'ai hâte de la voir. » Bref, donc oui, je te dis, ça c'est le dilemme du formateur en fait, entre la réalité du terrain et ce qu'il va transmettre en centre de formation. Tu ne pourras jamais, en tant que formateur, expliquer clairement quelle sera la réalité du terrain à tes stagiaires et les y préparer au maximum. Enfin, et les y préparer parfaitement. Pourquoi ? Parce que cette réalité dépend de trop de paramètres variables. Dans quel centre ils seront, avec quel public ils seront, avec quelle équipe ils seront, avec quel projet pédagogique ils seront, avec quels moyens à disposition ils seront, etc., 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 etc. Donc, tout ce que tu peux faire, et moi c'est ce que j'essaye de véhiculer en tant que formateur, c'est pas de véhiculer des méthodes toutes faites, toutes clés en main à tes stagiaires qu'ils auront juste à copier-coller et ça se passera bien quoi qu'il arrive. Mais non, parce que ça marche jamais en fait dans la réalité. Il y a trop de variables comme je viens de te le dire. Par contre, ce que j'essaye de faire, moi, à mes stagiaires, c'est de leur transmettre des plans, des schémas, des feuilles de route à suivre, des squelettes en gros, et qui rhabilleront eux-mêmes. Mais en gros, c'est des grandes lignes. Et ces grandes lignes, qu'ils soient à 12 ou tout seul, c'est les mêmes grandes lignes à suivre. Il n'y a pas de différence. C'est exactement ce que je te propose dans le module de formation La Fabrique à Grands Jeux que je te présente, dont je te parle en début de vidéo, dont je viens de te parler à 30 secondes. C'est se dire que dans tous les cas, tes stagiaires devront adapter leur pratique à la réalité du terrain. Tu ne peux pas leur mâcher le travail à 100%, ça marchera une fois sur 10 000. Les autres fois, ils devront faire preuve d'adaptation. Et donc, qui dit preuve d'adaptation, dit un minimum de réflexion. Ok ? Donc, ne sois pas frustré, Sébastien. C'est normal qu'en tant que formateur, tu vois une énorme différence entre le centre de formation et la réalité, et ta réalité du terrain à travers tes propres yeux. D'accord ? C'est normal. Il y a plein de variables différentes à prendre en compte. Voilà, donc il vaut mieux baser, et c'est pour ça qu'on appelle ça un stage de base en fait. Il vaut mieux baser sur des grandes lignes basiques en fait, et que sur ces grandes lignes basiques, tu peux reconstruire toi après derrière. Ok ? Et donc on arrive à la question de Sébastien. Comment puis-je préparer les futurs stagiaires à la réalité du terrain ? Bien, donc je te disais de ne pas être frustré, Sébastien, c'est tout à fait normal d'avoir cet écart de réalité. J'ai quand même des petites solutions à te donner et qui peuvent peut-être t'aider, et notamment adaptées à cette situation. Alors, le premier point, c'est que donc, toi, tu veux aborder donc ce sujet-là, préparer tes stagiaires soit à la vie d'une maison de quartier, soit aux multitranches d'âge qu'on peut avoir. Donc tu veux préparer tes stagiaires en stage de base à ça. Eh bien,
pourquoi pas tout simplement leur proposer un ou des modules de formation qui sont sur les besoins et caractéristiques aussi, donc du multitranche d'âge. Et quitte à l'appuyer dans des exemples concrets. Comment est-ce qu'on fait? Parce que oui, moi je te disais, je suis pas pour le multitranche d'âge à la longueur d'un séjour, mais ponctuellement, il n'y a pas de problème. C'est génial de voir des grands et des petits s'investir dans le même jeu. C'est génial de voir des grands aider les petits à accomplir leur activité. C'est génial de voir les petits être la solution pour les grands, pour eux accomplir l'activité. Tu vois, tout ça, c'est génial. Mais je trouve ça que c'est mieux quand même ponctuellement, hein, d'accord? Parce qu'après, dans l'activité, c'est bien, mais au niveau vie quotidienne et vie collective, ça peut être super compliqué aussi à côté, d'accord? Donc, voilà, pourquoi ne pas parler de ça, des besoins et des caractéristiques des multitranches d'âge, en tout cas, pas forcément besoin caractéristiques, mais au moins apporter du savoir, des contenus, peut-être des exemples d'activités et en gros, voilà, tu peux par exemple aborder les grands jeux avec du multitranche d'âge. Comment est-ce qu'on peut proposer ça et mettre ça en place pour les stagiaires? Comment est-ce qu'on met en place des repas en multitranche d'âge? Comment est-ce qu'on organise le repas à table et tout ça? Comment est-ce qu'on se positionne nous aussi en tant qu'encadrant pédagogique par rapport aux multitranches d'âge? Et peut-être même avoir des travaux de réflexion en groupe, ce qu'on a régulièrement dans les stages BAFA, où en gros on va demander aux stagiaires de réfléchir et se positionner par rapport à eux, l'avenir ou des situations passées à gauche, à droite, mais en gros des mises en situation de cas concrets, on te demande de donner ton avis par rapport à ces situations-là. Eh bien, tout ça, ça peut être des choses qui peuvent être abordées pendant ton stage de base BAFA, et le mieux de tout, c'est pas forcément d'en référer, mais à minima d'y réfléchir, avec tes collègues formateurs. Et ça se trouve, tu vas en avoir qui vont dire « Ah, mais c'est génial, putain, j'ai pensé à ça, ça, ça. Tiens, on va créer un nouveau module de formation. » Et après, on réfléchit où est-ce qu'on le casse dans le stage. Okay? Et aussi, ce qu'on peut peut-être voir pour les maisons de quartier, hein, si tu tiens absolument à voir ça avec ton public de stagiaires, eh bien à ce moment-là, il faut les préparer aux besoins et caractéristiques des publics adultes et familles. Il faut en parler. Hein, si tu tiens vraiment à ce qu'ils soient formés à ça, et aussi leur donner des exemples de ce qu'on peut faire avec eux en termes d'activité, en termes de vie collective, vie quotidienne, etc. Mais tout ça, ça se réfléchit entre formateurs et ça peut se mettre en place aussi. Ça peut très bien se mettre en place sur une base BAFA. Maintenant, si tu tiens clairement à les préparer à 200% à la maison de quartier, à ce moment-là, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut carrément créer un approfondissement dédié à ce sujet-là, hein, pas se prendre la tête plus que ça. Donc, un approfondissement BAFA, ça peut se créer. Il suffit d'y réfléchir avec ton organisme de formation et de le mettre en place. Je te dis pas que c'est facile, hein, mais voilà. Mais tu pourrais très bien, par exemple, mettre en place un approfondissement qui serait centres sociaux, maisons de quartier et MJC. Pourquoi? Parce que dans ces trois types de structures, on a à peu près la même genre d'interaction avec le public externe. Il n'y a pas que l'accueil collectif de mineurs, il y a aussi les familles et les adultes, voire les commerçants et tout, de toute la vie du quartier autour en fait. Et donc pourquoi ne pas créer directement un approfondissement BAFA dédié à ça, et là tu auras vraiment le temps d'aller en long, en large et en travers là-dedans. Tu n'auras que des stagiaires qui auront choisi de venir là-dedans, et donc tu perdras pas ton temps à expliquer les subtilités de la maison de quartier à des stagiaires qui vont aller faire que de la colo avec un CE d'un ministère de l'État qui a des moyens quasiment illimités, d'accord? Voilà, avec eux tu perdras ton temps et pas avec les autres, d'accord? Donc tant qu'à faire, autant pourquoi pas réfléchir à ça, ou voir peut-être aussi du coup pour ce qui est de faire du multitranche d'âge, le mieux de tout en fait, c'est de vraiment laisser les bases tranche d'âge par tranche d'âge à la base BAFA. Et moi je pense que le multitranche d'âge, ça s'aborde en approfondissement BAFA, comme ça on peut aller vraiment loin dedans. Le problème c'est que si tu le fais en base, tu vas le survoler. Aussi bien d'aborder la maison de quartier que d'aborder le multitranche d'âge. Tu le feras en base très bien, mais je te le dis, tu vas le survoler.
ce sera pas quelque chose de très abouti et non, parce que ce sont des thématiques profondes dont il faut aller vraiment retourner voir les arcanes, les subtilités, tu vois, ça demande quand même un peu de réflexion en profondeur, ok. Mais donc la preuve que faire du multitranche d'âge, c'est beaucoup mieux, en tout cas ça paraît beaucoup plus légitime et cohérent en approfondissement BAFA, c'est tout simplement qu'il existe déjà des approfondissements BAFA multitranche d'âge, par exemple le 6-12. Il y a plein d'organismes de formation qui mettent en place la pro 6-12 ans. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est du multitranche d'âge et qu'on se dit du multitranche d'âge sur un stage de base c'est bien, mais on n'a pas le temps et pour le faire correctement, et ben on le fait en appro, tout simplement. Donc voilà, pourquoi est-ce que vous créeriez pas aussi avoir des approfondissements de multitranche d'âge? Ça peut se réfléchir, hein, voilà. En tout cas, moi, ce que je veux te dire, vraiment, c'est sur le terrain, je te conseille vraiment de fractionner au maximum tes tranches d'âge et par des tranches de 3 âges. Donc les 3-5, les 6-8, les 9-11, pardon, les 9-11, les 12-14 et les 15-17. Je te conseille vraiment de séparer, ou en tout cas d'être sur quelque chose de vraiment pas loin, ce qui te permettra d'avoir des groupes qui vivent au même rythme, qui ont les mêmes besoins, les mêmes caractéristiques, les mêmes attentes, du moins dans la globalité. Ok, je te dis, je te répète une dernière fois. Voilà, je vais pas te répéter, je vais te donner un cas concret dans l'histoire de Sébastien avec sa tranche d'âge qui est de 4 à 11 ans. Donc, explique-moi s'il te plaît comment va gérer un animateur le moment de la sieste pour les maters, donc en dessous de 4 ans, quand dans le même groupe, il a des 4 ans, des 6 ans, des 8 ans, des 10 ans, des 11 ans. Comment, imaginons qu'il soit seul avec son public, comment est-ce qu'il gère ça? Comment est-ce qu'il fait pour permettre aux maters d'avoir leur vrai temps de repos dont ils ont besoin? Et comment est-ce qu'il fait pour canaliser ce moment-là avec les plus vieux qui, à ce moment-là, sont hyper excités et qui ont plutôt besoin de se défouler qu'autre chose? Comment il fait? Tu vois, ça coince là. Il y a un moment où ça passe pas trop, tu vois. Et ça, c'est l'exemple parfait de ce que je te disais, qu'il y a des moments où les tranches d'âge, il faut les séparer, quoi. Elles sont pas faites pour vivre ensemble en permanence. C'est de temps en temps, ponctuellement, à travers une activité ou à travers un repas ou à travers un temps festif, pourquoi pas, mais au quotidien, tout le long d'un séjour, c'est juste mettre tout le monde en galère. Les jeunes, les adultes, incroyable. Et de toute façon, qu'est-ce qui va se passer dans ces moments-là? Imaginons qu'on soit un minimum 2 à gérer le groupe. Eh bien, voilà, c'est le moment de la sieste. On va se regarder entre collègues. On va se dire, mais putain, c'est pas possible. Ils nous font n'importe quoi dans ce centre de merde. Clairement, c'est ce qu'on va se dire. Hein. On le dira pas forcément devant le public, mais clairement, c'est ce qu'on va se dire. Ils nous font n'importe quoi dans ce centre de merde. Regarde, t'as les 4 ans. Comment est-ce que tu veux qu'ils dorment alors que t'as les autres qui sont en train de jouer au pop-up ou qui font du shifumi ou qui ont juste envie de faire tout et n'importe quoi d'autre que de rester allongés en silence dans cette salle un petit peu sombre. Ils ont envie d'aller se défouler. De toute façon, c'est le moment des activités pour eux. Et que, écoute, moi, je reste là. Je gère les petits, toi vas-y, va gérer les plus grands, emmène-les en activité. C'est pas possible, on peut pas fonctionner comme ça. C'est ce qui va se passer à chaque fois sur le terrain. À moins que tu tombes sur des branleurs de l'animation, ce qui existe aussi, hein. Faut pas se leurrer, faut pas se cacher, voilà quoi. Mais il y a un moment, les personnes sérieuses et les encadrants dignes de ce nom, dans ces situations-là, naturellement, instinctivement, ils vont reséparer les tranches d'âge parce qu'ils se rendent bien compte par A plus B que c'est pas possible en fait. Ça ne se gère pas, ça va pas. C'est pareil, je veux pas rentrer dans des multi-exemples à rallonge. On a compris le sens d'où je voulais en venir. Donc voilà. Ce que je tenais à te dire, Sébastien, par rapport, pour te répondre. Donc, bien évidemment, Sébastien, moi, je veux pas te mettre la pierre sur le dos
du multitranche d'âge sur le terrain. Hein. Si toi, tu es animateur, en général, c'est pas toi qui prends ce genre de décision. Tu peux peut-être avoir ton mot à dire, mais si ça se trouve, on te l'a même pas demandé ton mot à dire. Parce que surtout quand je reprends ton message, quand tu dis maintenant je dois m'occuper en plus des 4 ans, j'ai pas l'impression, c'est pas comme si tu avais dit et j'ai décidé de prendre en plus les 4 ans dans mon groupe. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'est plus un choix forcé et imposé. Donc voilà, je te reproche pas à toi, Sébastien, de ce multitranche d'âge dans ton centre qui peut être plus que problématique et galère. Et même si toi, apparemment, tu as l'air de t'en sortir, tu sens bien que c'est compliqué quand même, parce que tu le dis de toi-même que les rythmes n'ont rien à voir. Donc voilà, je te dis, toi, je te jette pas la pierre, mais essaye, toi, si tu le peux, de faire entendre ce message-là, en fait. Et si toi, tu n'es pas Sébastien, moi, je te conseille vraiment, si tu veux faire du multitranche d'âge, c'est sur des temps ponctuels, d'accord? Ponctuels. Pas à la journée, à la semaine ou tout au long du séjour. Tu vas juste mettre tout le monde en galère. Et oui, Sébastien, je te rejoins que ce discours-là, je te rejoins sur le fait que ce discours-là, même s'il n'y a pas besoin forcément, à mes yeux, d'aller très très loin, de rentrer dans les détails en stage de base, je pense que le discours sur à la fois la réalité du terrain, le centre de formation et après le contexte dans lequel on va travailler, donc le contexte ça peut être le centre, mais ça peut être le public, ça peut être l'équipe, ça peut être la pédagogie qui va être mise en place. Oui, elle peut très fortement varier entre le centre de formation et la réalité du terrain. Donc ça, je te rejoins tout à fait, tu as tout à fait raison là-dessus, Sébastien. Maintenant, je suis pas sûr que hyper spécialisé en stage de base pour la maison de quartier, ce soit quelque chose de très judicieux. Aborde le sujet, mais ne va pas trop loin dedans. En fait, préviens-les, mais si tu veux vraiment faire, j'estime à mes yeux, si tu veux vraiment leur montrer une formation de qualité sur la maison de quartier, il faut faire ça en appro, tu as tout le temps pour ça. Bien, voilà. Moi, j'ai donc terminé cette vidéo, cette réponse, Sébastien. J'espère qu'elle te convient. Si tu n'es pas Sébastien, j'espère que la réponse te convient aussi. Et puis, je te répète que si tu as besoin, si tu veux donc mon avis sur tes pratiques, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Et si tu peux, comme Sébastien, bien le détailler dans son contexte pour que j'ai matière sur laquelle m'appuyer et que je puisse répondre vraiment à tes pratiques, eh bien, n'hésite pas à mettre un maximum de détails. Si tu ne mets pas de détails, ce ne sera pas une vidéo d'analyse, ce sera une vidéo où je traite un sujet, tout simplement. Bien. Écoute, on va se retrouver dans la prochaine vidéo quand tu le souhaiteras. En attendant, force à toi. Animare, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare.